Vous connaissez le Ghost dans Mario Kart? Cette version parfaite de vous-même, enregistrée à votre meilleur tour. Elle freine au millimètre, elle ne rate jamais l'accélération, elle connaît déjà toute vos trajectoires et quoi que vous tentiez, elle est toujours une demi-seconde devant vous. Maintenant, imaginez ceci. Et si sur un cours de tennis, Novak Djokovic était confronté à son propre Ghost, mais en chair et en os? Et si ce fantôme avait un nom? Jannik Sinner. Parce que ce duel n'est pas une rivalité classique, ce n'est pas un choc de style, ce n'est pas une histoire de talent brut, c'est un miroir cruel, précis, presque scientifique. Sinner n'est pas seulement un adversaire plus jeune, plus frais, plus puissant, il est une version améliorée. La même ADN mais corrigée. Le même logiciel mais sans les bugs que le temps finit toujours par installer. Et si Sinner n'était pas simplement plus fort mais structurellement imbattable pour cette version de Novak Djokovic. Pas parce que le Joker a chuté, pas parce qu'il serait devenu mauvais, mais parce que le plafond de jeu a été relevé pendant qu'il continuait, lui, à jouer à un niveau historiquement élevé. Ce match dépasse le tennis, il raconte autre chose. Il raconte ce moment où l'excellence ne suffit plus, où jouer bien n'est pas synonyme de gagner, où chaque point devient une négociation avec le temps, avec le corps, avec ces microsecondes invisibles que personne ne remarque, sauf quand elles disparaissent. On va vous expliquer pourquoi ce n'est pas un simple déclin, pourquoi ce n'est pas une question de motivation, pourquoi Djokovic, aujourd'hui, peut livrer des performances remarquables et perdre quand même. On va parler d'un chiffre qui résume tout, d'un secteur de jeu où le sang coule en silence, et surtout de ce paradoxe brutal, Novak Djokovic joue encore comme un champion, mais plus comme le champion. Parce que quand vous regardez ce face-à-face, vous avez peut-être l'impression que tout est encore jouable, que l'expérience va parler une fois de plus, que la science du jeu va reprendre le dessus, que le Serbe va trouver une solution comme toujours, et c'est précisément cette illusion qu'il faut déconstruire. Ce que vous allez voir, ce n'est pas la chute d'une légende, c'est quelque chose de bien plus inconfortable. C'est la rencontre entre un joueur qui a optimisé son jeu pendant plus de 10 ans et un autre qui arrive avec cette optimisation déjà intégrée, déjà digérée, déjà dépassée. Un Djokovic sans la marge, un Djokovic obligé de forcer là où à l'époque il contrôlait, un Djokovic face à quelqu'un qui fait à peine mieux partout, mais assez pour que ça change la donne. Alors la vraie question n'est pas est-ce que Djokovic peut encore gagner? La vraie question est bien plus dérangeante. Comment battre quelqu'un qui est comme toi, mais sans les limites que ton corps t'impose désormais? Et c'est exactement là que cette histoire commence. Pour comprendre ce qui se joue vraiment entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, il faut d'abord accepter une idée inconfortable. Ce match n'oppose pas deux visions du tennis, il oppose deux versions du même modèle. Même ADN, même logique, même obsession du contrôle, mais pas la même époque, pas la même fraîcheur, pas la même marge. Djokovic et Sinner partagent une chose que peu de joueurs ont réellement su maîtriser, le tennis comme système de pression continue. Chez eux, rien n'est décoratif, rien n'est gratuit. Le retour de service n'est pas une phase neutre, c'est une arme. La prise de balle précoce n'est pas un choix esthétique, c'est une nécessité. Et chaque échange est pensé comme un étau qui se resserre point après point jusqu'à provoquer l'erreur adverse. Pendant 15 ans, Novak Djokovic, il a incarné la version ultime de ce tennis-là. Il a transformé le retour en traumatisme psychologique demandé à Federer. Lui, il l'a bien vécu. Il a fait de la relance une science exacte. Il a appris à jouer plus tôt que tout le monde, plus proprement que tout le monde, plus longtemps que tout le monde. Il a bâti une carrière sur l'idée que face à lui, l'adversaire finirait toujours par craquer. Pas parce qu'il était moins talentueux, mais parce qu'il respirait moins bien, moins longtemps, moins lucidement. Et puis, Sinner arrive. Et ce qui frappe immédiatement, ce n'est pas la rupture, c'est la continuité. Même lecture du jeu, même refus de subir, même volonté d'installer un rythme qui ne laisse aucune zone de confort. Mais avec un détail fondamental, la version 2.0 a corrigé presque tous les bugs. Là où Djokovic devait compenser par l'anticipation, Sinner arrive avec un demi-pas d'avance. Là où Djokovic devait serrer le jeu pour survivre physiquement, Sinner peut encore accélérer. Là où Novak optimisait, Jannik, lui, il empile. C'est pour ça que ce miroir est si cruel, parce qu'il ne révèle pas un défaut majeur chez Djokovic, il révèle l'absence de marge. Tout ce que Novak faisait mieux que les autres, Sinner le fait aussi aujourd'hui, mais avec plus de puissance, plus de densité et surtout plus de disponibilité athlétique. Le même logiciel exécuté sur un matériel beaucoup plus récent. Et cette réalité se heurte à un choc de statut presque irréel. À Melbourne, Novak Djokovic n'est pas un champion comme les autres, il est une institution. 10 titres à l'Open d'Australie, seulement 10 défaites, des finales transformées en démonstrations. On se rappelle de ce match contre Rafael Nadal à l'Open d'Australie en 2019 par exemple. Des adversaires brisés avant même de rentrer sur le court. Pendant des années,
La Rod Laver Arena, ça a été son territoire, son laboratoire, son terrain de chasse. Face à lui, Jannik Sinner arrive avec un statut qui ne repose pas encore sur la mémoire, mais sur la dynamique. Invaincu à Melbourne depuis ce 8e de finale perdu contre Stefanos Tsitsipas en 2023, il faut remonter à Wimbledon 2024 pour ne pas le voir en finale d'un major. Une série de victoires où l'Italien ne se contente plus de gagner, il impose un standard. Un niveau plancher extrêmement élevé, sans trou d'air, sans phase d'adaptation. Là où Djokovic a longtemps été le boss de l'air, Sinner est en train de devenir la référence du présent. Et c'est là que l'enjeu caché apparaît. Ce match n'est ni une revanche, ni un upset potentiel. Personne n'attend une surprise. Personne ne parle de miracle. Ce n'est pas David contre Goliath, c'est une épreuve de vérité biologique et tennistique. Une confrontation entre ce que le jeu exige aujourd'hui et ce qu'un corps de 38 ans peut encore offrir, même quand il est celui de Novak Djokovic. Pour arriver jusqu'en demi-finale, leur parcours raconte déjà cette différence. Djokovic, il a eu 2 premiers tours maîtrisés contre des intermittents du spectacle, Martinez et Maestrelli qui n'ont pas réussi à l'inquiéter. Le Serbe a été beaucoup trop fort, impérial au service et également du fond du court. Au 3e tour, il a pris sa revanche contre Vadezensloop, qui l'avait battu à Indian Wells en 2025. Et pourtant, même si le Serbe était en contrôle, on l'a senti très tendu. Il est passé à rien de se faire disqualifier comme à l'US Open en 2020. Botic, il va même avoir une balle de 7 dans le 3e set. Mais derrière, bon, c'est quand même une victoire plus trop tranquille de Novak Djokovic, qui a bien pu décompresser étant donné qu'en 8e de finale, son adversaire était forfait, Jakub Mensik, blessé. Et en quart, c'était Lorenzo Musetti. Et les deux joueurs, même si les confrontations sont à sens unique, ont souvent livré de belles batailles. Et là, dans ce quart de finale à l'Open d'Australie, on a eu un match particulier. Étant donné que Lorenzo Musetti l'a mené 6-4, 6-3, il a été briqué dans le 3e set et il a dû abandonner suite à une douleur à la jambe droite. Il parle lui-même de déchirure, un match vraiment particulier où ça n'a pas été flamboyant en termes de niveau de jeu. On a eu un Lorenzo Musetti qui a su appliquer la bonne tactique qu'il joue d'habitude contre Novak Djokovic, c'est-à-dire faire des balles au centre, pas donner d'angle, pas donner de rythme, en variant les hauteurs, un petit peu de slice, un petit peu de balle bombée, pour que Djokovic ne puisse pas s'appuyer sur la qualité de cette balle, contrer, absorber. Et du coup, il avait énormément de mal, le Joker, lui qui doit faire parler plutôt ses capacités offensives pour un petit peu percer la défense de son adversaire. Et là, Djokovic, il allait trop rapidement la faute. On le sentait vraiment en manque de rythme, en manque de repères, dû à son match qu'il n'a pas fait contre Jakub Mensik, d'ailleurs en 8e de finale. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il essayait de forcer, de terminer le point rapidement, ça allait dans le filet où ça sortait, notamment sur ses changements de direction, ses attaques longue ligne. Et Lorenzo Musetti, lui, en a beaucoup profité face à un Djokovic qui était méconnaissable, ce qui fait que le sort est cruel pour Lorenzo Musetti. Il y a un vrai problème, je trouve, par rapport à son physique. On se rappelle de ses matchs contre Carlos Alcaraz à Monte-Carlo, à Roland-Garros, même contre Novak Djokovic à Roland-Garros il y a quelques années. À chaque fois, quand il joue bien, son physique n'arrive pas à suivre et il y a un vrai correctif à apporter parce que là, on est sur une vraie tendance. Quant à Novak Djokovic, c'est fou de se dire qu'il est en demi-finale une 5e fois de suite en majeur, alors qu'il n'a pas gagné le moindre set depuis son 3e tour contre Botic Vadezensloop le samedi et que là il va rejouer le vendredi en demi-finale. Côté Sinner, l'Italien a eu une première semaine aussi très abordable avec l'abandon de Hugo Gaston premier tour qui l'avait un petit peu embêté sur les premiers jeux, le temps que l'Italien se règle. Ensuite, une démonstration contre Duckworth et Spizzirri au 3e tour. Spizzirri a été très surprenant contre Jannik Sinner. On se disait que ça allait être une victoire tranquille et pourtant dans des conditions très chaudes. Dans chaque set, il va avoir le break en fait. Il va prendre le premier set et ensuite Jannik Sinner va prendre les 3 autres. Il va y avoir cette petite polémique avec les fous qui vont parler de théorie du complot où ils vont fermer le toit justement par rapport à ces fortes chaleurs. Parce qu'on a senti un Jannik Sinner fébrile physiquement, crampé. On commence à en avoir l'habitude. La brindille, elle a du mal dans ces conditions-là. Après, voilà, il n'y a pas de roofgate à se poser la question, sachant que c'est normal, vu les températures, ils auraient dû le fermer dès le début. En tout cas, un très bon match de Spizzirri qui a su bien gérer Jannik Sinner du fond, notamment en changeant pas mal de direction. Mais derrière, l'Italien arrive à s'imposer en 8e de finale. Il retrouve son compatriote Darderi qui est arrivé ultra stressé sur le terrain. Et finalement, c'est à partir du 3e set qu'il va lâcher des cachous, notamment côté coup droit, où on va sentir un petit peu Sinner pas dans les meilleures dispositions. Si ça part dans un 4e set, finalement, il arrive à prendre le tie-break et gagner en 3-7. Et ensuite, en quart de finale, Ben Shelton, contre qui il a l'habitude de s'imposer parce qu'il domine cette dynamique service-retour. Et là encore, il a su dominer cette dynamique étant donné que
Shelton, son arme principale, c'est le service. Mais Yannick Sinner, il a l'œil du tigre, il arrive à vraiment relancer dans les jambes et derrière, un petit peu museler ce service plus sain. Ce qui fait qu'on a Yannick Sinner qui ne s'est pas baladé dans cette quinzaine à l'Open d'Australie pour le moment, qui a été pas mal chahuté et ça fait un peu écho à ce qu'on a vu en 2025, notamment il avait perdu un set contre Schoolgate et ce gros match contre Holger Rune. Et c'est précisément cette opposition qui rend le duel fascinant. Djokovic n'arrive pas à diminuer, il n'arrive pas hors de forme, il arrive avec une version optimisée de lui-même à ce stade de sa carrière. Mais cette version-là, aussi brillante soit-elle, se heurte à un jeu qui a évolué, à un tennis où les microsecondes comptent plus que jamais, où les échanges courts sont devenus décisifs, où le retour, son ancien royaume, est désormais contesté point par point. La question n'est donc pas de savoir si Djokovic joue mal, la question est bien plus dérangeante. Et s'il jouait exactement comme il le fallait pour une ère qui n'existe plus tout à fait. Et si le problème n'était pas son niveau, mais le déplacement du curseur. Et si, sans rien faire de travers, il se retrouvait simplement face à un jeu qui allait un pas plus loin que lui. Ce match devient alors un miroir générationnel d'une rare violence. Parce qu'il ne juge pas l'homme, il juge l'époque, il ne remet pas en cause la légende, il mesure ce qu'elle produit. Sinner n'est pas un antidote à Djokovic, il est son héritier logique. Celui qui a grandi en observant ses mécaniques, qui a intégré ses principes et qui arrive aujourd'hui avec la version la plus aboutie de ce tennis de pression totale. Et au fond, c'est peut-être ça l'enjeu le plus dur à accepter. Ce n'est pas que Djokovic ait fait quelque chose de mal, c'est que le jeu, lui, a simplement continué d'avancer. C'est ça le piège avec Novak Djokovic. Même quand il n'est plus au sommet absolu, il a encore un truc qui vous fait douter. Un regard, une séquence de 3 points parfaits, une accélération au bon moment, une défense qui étire l'échange juste assez pour que l'autre se demande « mais il est encore là ?» Et vous, devant votre écran, vous vous surprenez à y croire, à vous dire que oui, c'est jouable. Il suffit d'un bon jour, d'un tie-break arraché, d'un break volé, d'un match où l'expérience fera la différence. Sauf que contre Sinner, cette illusion se fracasse à quelque chose de plus froid, les chiffres. Et les chiffres, eux, n'ont pas de nostalgie. 5 défaites consécutives, 5 fois où Djokovic, ce maître des ajustements, n'a pas trouvé la clé. 6 victoires à 4 dans les confrontations pour l'Italien, ce n'est pas un accident, c'est une tendance. Et surtout, il y a ce détail qui fait vraiment mal quand on le met en récit. Sur les 5 derniers matchs, Djokovic n'a réussi à breaker Sinner que 4 fois. 4 breaks en 5 matchs. C'est peu, mais pire encore, quand l'occasion se présente, elle ne se transforme pas. 24% de conversion de balles de break, indigne du Djokovic qu'on a connu, celui qui sentait le sang et qui fermait la porte sans même vous regarder. Djokovic ne perd pas l'échange, il perd les microsecondes. Il ne les perd pas parce qu'il se fait déborder comme un vieux champion fatigué, il perd parce qu'il arrive une fraction trop tard sur des zones où à l'époque, il arrivait une fraction trop tôt. Et au tennis, cette différence est un gouffre énorme. Le cœur du problème, c'est la bataille la plus impitoyable du tennis, la dynamique service-retour. Le premier choc, le premier verdict, la phase où tout se joue avant même que l'échange ne commence. Et c'est précisément là que le doute sur Novak devient plus sérieux. Pas sa qualité de déplacement en général, pas sa science du jeu, pas même sa résistance, mais les réflexes, les déplacements rapides, cette capacité à réagir à la violence d'une frappe et à la rendre habitable. Face à des gros serveurs, des joueurs qui claquent et qui changent de direction, c'est là que Novak devient vulnérable. Et contre Sinner, c'est un cauchemar logique. Parce que Sinner ne vous laisse pas entrer dans le match. Il ne vous laisse pas le temps d'installer votre lecture, votre rythme, votre respiration. Il vous force à répondre tout de suite, maintenant, dans les 1 à 3 coups. Et dans cette zone-là, l'Italien, il a vraiment pris le pouvoir. Si on reprend quelques-uns de leurs derniers affrontements, c'était par exemple 55% des points courts gagnés à Shanghai, 65% à Melbourne il y a 2 ans. Et c'est là qu'on voit la différence parce que historiquement, c'est Djokovic qui faisait plier les plus grands dans cette dynamique-là, dans les points où le retour était son territoire, son royaume, son arme de démolition mentale. Symboliquement, c'est quand même immense, parce que le retour de Novak Djokovic, c'était plus qu'une arme, c'était une idée, c'était la preuve que même le meilleur serveur du monde ne pouvait pas respirer contre lui. C'était ce moment où l'adversaire se disait « je vais servir et ça ne changera rien ». Et là, tout à coup, même ce retour devient stérile. Pas catastrophique, juste stérile. Il remet, mais il ne blesse plus. Il lit, mais il n'arrache plus. Il est là, mais il n'impose plus. Et quand vous retirez à Djokovic sa capacité à vous humilier sur votre première balle, vous retirez une partie de sa magie. Alors forcément, on se raccroche à la surface. On se dit « ok ». Mais sur une terre battue un petit peu plus lente, Novak Djokovic, il va avoir plus de temps. Sur le papier, c'est logique, la terre ralentit. Sauf que la réalité est devenue tout autre. Et on l'a bien vu à Roland-Garros en 2025, où les frappes de Yannick Sinner ont totalement transpercé Novak Djokovic. Parce que l'Italien, il n'a pas besoin d'un cours rapide pour vous prendre de vitesse. Il crée lui-même sa propre vitesse. Et surtout, les longs échanges n'épuisent plus forcément l'Italien. Il encaisse, il tient, il reste dense.
Et à force de densité, il oblige Djokovic à produire encore plus pour obtenir le même résultat qu'avant. Et sur gazon, on se faisait la même réflexion. Novak, il a encore une carte à jouer. Et oui, son service, c'est ce qu'on se disait à Wimbledon il y a quelques mois quand les deux sont affrontés en demi-finale. Sa capacité à gratter des points gratuits, à raccourcir le match, à survivre par son efficacité. Mais même là, même sur sa surface refuge, le problème revient comme une obsession, le retour. Parce que si vous ne menacez pas le service de Sinner, vous jouez un match où vous devez être parfait sur vos jeux de service, pendant que lui, il peut se permettre d'appuyer une fois, de sentir une faiblesse et de prendre la seule brèche du set. Et à ce stade, la tension devient insupportable parce qu'elle ne repose plus sur une question de niveau de jeu, elle repose sur une question de marge. Djokovic peut largement encore jouer un tennis exceptionnel, mais il doit le produire sans interruption, sans baisse, sans trou, sans ralentissement d'une demi-seconde. Et ça, c'est précisément ce que l'âge rend plus difficile, non pas atteindre un pic, mais y rester. Alors on en revient au vrai vertige, à la question qu'on n'ose pas formuler quand on aime les légendes, parce qu'elles sonnent comme une trahison. Que reste-t-il à Djokovic quand même son point fort ne fait plus la différence? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire un truc important. Si ce genre d'analyse vous parle, si vous aimez quand on prend le temps de comprendre ce que raconte vraiment un match, alors abonnez-vous maintenant. Pas pour les résultats, mais pour les histoires qu'il cache. Activez aussi la petite cloche, parce que ce genre de duel, ce genre de bascule générationnelle, ça arrive rarement. Et quand ça arrive, on le décortique ici, à froid. Et si vous voulez soutenir notre travail en profondeur, sans format court, sans compromis, il y a le Tipeee en description. C'est grâce à vous que ces vidéos peuvent exister. Alors on y retourne, parce que la suite, elle change tout. Et c'est ici que tout se verrouille, ici que le doute se dissipe, ici que la promesse initiale trouve enfin sa réponse sans détour, sans romantisme inutile. Ce match, cette série de matchs, cette domination progressive ne raconte pas une chute, il raconte un dépassement. La révélation est brutale parce qu'elle est limpide. Yannick Sinner, c'est un Novak Djokovic avec de la marge. Même schéma tactique, même logique froide, même reçu de céder le centre du court, même capacité à serrer le jeu quand la pression monte, à réduire l'échange à l'essentiel, à forcer l'autre, à jouer un coup de plus qu'il ne voulait pas. Sinner ne réinvente pas, il exécute, comme Djokovic l'a fait pendant des années. Mais il le fait avec un corps plus neuf, une puissance plus facile, une constance physique qui lui permet de maintenir ce rythme sans s'éroder. 24 ans contre 38, ce n'est pas un écart d'âge, c'est un écart de marge. Là où Djokovic doit produire une performance optimale pour rester dans le match, Sinner peut encore se permettre des phases normales. Là où Novak doit serrer chaque point comme un funambule, l'Italien joue avec un filet de sécurité, invisible mais décisif. Plus puissant dans les frappes neutres, plus dense dans les déplacements latéraux, plus stable quand le corps commence à envoyer des premiers signaux d'alerte. Et surtout, le clutch a changé de camp. Pas parce que Djokovic a perdu son mental, mais parce que le clutch n'est pas qu'une question de courage ou de lucidité, c'est une question de marge, de capacité à frapper fort sans forcer, à tenir la trajectoire sans compenser, à rester précis quand l'autre en face commence à jouer avec la peur de rater. Aujourd'hui, dans les tie-breaks, dans les points importants, dans ces moments où il ne faut pas rater, c'est Sinner qui impose la norme. C'est lui qui serre la vis, c'est lui qui accélère sans se découvrir. Et Djokovic, pour la première fois depuis longtemps, se trouve de l'autre côté de ce rapport de force. On se rappelle tous de cette scène symbolique à Roland-Garros 2025 qui cristallise un petit peu tout. Le tie-break, le moment où l'histoire bascule toujours. Le moment où Novak, pendant une décennie, a brisé Federer encore et encore. Même scénario, même tension, même silence. Sinner fait exactement ce que le Serbe faisait au Suisse. Il ne gagne pas le point immédiatement. Il le rend injouable. Il pousse, il étire. Il attend que la surcharge arrive. Et puis il y a ce match, ce fameux Djokos match tournant. Pas une faute grotesque, pas une erreur isolée, mais un aveu. Un aveu de surcharge cognitive et physique. Un corps qui arrive une demi-seconde trop tard. Un bras qui doit compenser. Un joueur qui le sait au fond, qui n'a plus la marge pour temporiser. Ce point-là, il est loin d'être anecdotique. Il est symbolique. Parce qu'il montre Novak Djokovic dans une posture qu'on ne lui connaissait pas, celle de l'homme qui joue juste, mais qui doit jouer trop juste. Celle du champion qui n'a plus droit à l'approximation, alors que son adversaire, lui, peut encore respirer. Ce n'est pas que Novak Djokovic a chuté, ce n'est pas qu'il est devenu moins grand, c'est que le plafond de jeu a été relevé. Le tennis de pression totale, Djokovic l'a porté à son apogée, il l'a perfectionné, il l'a imposé comme une norme, et Sinner arrive aujourd'hui comme le produit final de cette évolution. Plus rapide, plus puissant, plus constant, pas forcément plus intelligent, pas plus courageux non plus, juste mieux armé que ce que le jeu exige désormais. Ce duel n'enterre pas une légende, il valide son héritage. Parce que pour battre Novak Djokovic, il ne suffit pas d'être excellent, il faut être Novak Djokovic sans l'usure. Et c'est précisément ce que Sinner incarne. À ce moment précis, sur ce tie-break, sur cette balle qui tourne trop, on comprend enfin ce qui se joue vraiment. Pas une passation douce, pas une transition élégante, mais une relève brutale, logique, presque mécanique. Le jeu, lui, n'a pas trahi Djokovic, il lui a simplement demandé un petit peu plus qu'avant.
Alors voilà où on en est, voilà ce que ce duel raconte une fois que le bruit s'est dissipé, une fois que les chiffres, les échanges et les symboles ont été remis dans le bon ordre. Oui, Yannick Sinner est bien une version améliorée, pas une caricature, pas une copie, une amélioration fonctionnelle, logique, presque implacable. Et non, Novak Djokovic n'est pas fini, loin de là. Il reste capable de fulgurance, de matchs de très haut niveau, de ces rappels à l'ordre que seul un monstre peut produire. Mais la vérité, celle qu'on contourne souvent par respect ou par nostalgie, c'est que son excellence maximale ne suffit plus systématiquement. Pas contre cette version du jeu, pas contre cette génération-là, pas contre un adversaire qui joue le même tennis que lui, mais en mieux. Et c'est justement pour ça que mon pronostic, il est clair, pas par provocation, pas par goût de l'enterrement prématuré, mais parce que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a analysé, tout ce que le cours raconte désormais converge vers la même issue, Sinner en 4-7. Un match accroché, c'est sûr, d'autant plus que par rapport à ces 2 dernières demi-finales à Melbourne, qui s'étaient jouées en session de jour, cette fois-ci, ça va se jouer en session de nuit. Et c'est pourquoi je vois un set arraché par l'orgueil, par l'expérience, par le génie situationnel de Djokovic, mais au bout du compte, une domination qui se réinstalle, progressive, logique, presque silencieuse. Et ce scénario-là, il dépasse largement le tennis. Il parle de vieillissement, de transmission sans romantisme excessif, de ce moment précis dans une carrière, dans une vie, où ton successeur n'est pas juste prometteur, il est supérieur, où il ne te doit plus rien, où il ne te regarde plus comme une référence et comme un obstacle à franchir proprement. Djokovic peut encore gagner, oui, c'est sûr, si les planètes s'alignent, si la surface l'aide, si le contexte ralentit le jeu, si l'autre a un jour sans, il peut encore écrire des pages magnifiques, inattendues, presque héroïques, mais le flambeau, lui, n'est plus en suspens. Il a déjà changé de main. Pas dans un cri, pas dans une célébration, mais dans ces microsecondes où le jeu a basculé sans demander la permission. Et c'est peut-être ça la vraie grandeur de Novak Djokovic. Pas seulement ses titres, pas seulement sa longévité, mais la violence de la génération qui l'a forcé à devenir exceptionnel pour le surpasser. Alors la question reste, et elle vous appartient, est-ce qu'on juge une légende à ses dernières défaites ou à la puissance du monde qu'elle a contribué à créer ?